Ouais, normalement, il fonctionne. Test. Bonjour. Ça marche. Il fonctionne. Qui a appris les marches pour monter? Moi. Ah ouais, quand même. Bien sûr. Ça se mérite, Carbone 4. Carbone 4. Oh là, oh là, oh là. Je vais dire pourquoi j'ai dit Carbone 4. Je suis un ancien de Carbone 4. On aime toujours Carbone 4. Et j'ai croisé dans la montée quelqu'un de ces quatre. Voilà. Oui, bah oui. Après, ça se mérite vraiment de travailler avec ces quatre aussi. Hein. Et tous les autres, donc je vais citer tous les autres. Donc forcément, iCare, exceptionnel. Je vais en reparler, mais bon, voilà. Cantis, exceptionnel. Actionnable. Bref, tous ceux avec qui on travaille. Bonjour, bienvenue. Ça fonctionne. Constance, c'est à toi. On attend une minute, ça se complique. On attend une minute. 1 ou 2 minutes. On va démarrer parce qu'on est toujours vigilant sur le timing pour que les gens aient le temps de faire une petite pause entre les conférences. Super, merci d'être là pour la deuxième conférence. Du coup, moi, donc Constance, directrice d'opération chez Agotera. Pour cette seconde conférence, le thème abordé, c'est celui de la mesure des actions climat menées par les entreprises. Mais Renaud est très drôle, donc il arrive à rendre ce sujet très, très sérieux, amusant. Donc vous le vivez au quotidien, rien de nouveau, c'est difficile pour vous, les entreprises, de piloter vos actions, de mesurer l'efficacité des actions climat, aussi parce qu'il existe beaucoup de référentiels, de standards, de méthodes, et du coup c'est difficile de s'y retrouver. Résultat, aujourd'hui, les entreprises, elles se concentrent vraiment sur la réduction des émissions directes et indirectes, donc scope 1, 2, 3. Nous, on le voit beaucoup chez Agotera, c'est que quand on a démarré il y a 5 ans, on était beaucoup sur la contribution carbone territoriale, donc ce n'était pas la réduction des émissions directes et indirectes. Et aujourd'hui, vraiment, le besoin des entreprises, de plus en plus, on est sur des projets sur mesure de réduction du scope 3. Ce qui est bien, mais ce qui est quand même insuffisant, puisqu'on est quand même convaincu que les entreprises, elles ont un impact, enfin, elles ont un besoin d'agir au-delà de leur propre empreinte. Et c'est là que c'est intéressant, le lien, du coup, avec le... Moi, je l'appelais le Climate Contribution Framework, mais vous, ici, en français, c'est performance contributive. Du coup, c'est vraiment ce que Renaud et Flora vont nous présenter aujourd'hui. C'est vraiment un outil qui permet de comparer et de mesurer de façon concrète et équitable. Finalement, si je résume comme ça, moi, c'est tout ce qu'une entreprise fait pour le climat, de manière générale. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ça. Donc, Renaud, tu es VP Climate Action chez Sweep. Donc Sweep, pour rappel rapidement, c'est une plateforme de gestion, une plateforme SaaS de gestion des données ESG. Et Sweep a co-développé le Climate Contribution Framework. Tu es venu l'année dernière, vous veniez de le lancer, donc on avait fait déjà une conférence dans cette salle-là sur le sujet. C'était vraiment le début, tu nous présentais le concept, et là ce qui est intéressant, c'est qu'on est 1 an après, donc de nous partager les évolutions, pourquoi c'est innovant, pourquoi c'est utile pour les entreprises. Et puis aussi, vous avez aussi beaucoup appris avec pas mal d'entreprises qui se sont prêtées au jeu, notamment le groupe Bell. Merci Flora du coup d'être avec nous. Toi, tu es en charge de la biodive, du climat et de l'eau au sein du groupe Bell. Et donc, vous avez utilisé l'outil co-développé par Sweep. Donc, dans la première partie, Renaud, tu vas nous présenter l'outil. Dans la seconde partie, ce sera vraiment beaucoup plus très concret, où on va pouvoir voir concrètement comment ça se passe et quel est l'impact pour vous, et aussi de manière générale, comment se situe le groupe Bell, qu'est-ce que vous avez fait, et quelles sont les pistes d'action pour vous. Voilà. Je vous laisse la parole, donc on garde toujours le même processus, donc 30 minutes de présentation, 15 minutes de questions et 15 minutes à la fin de pause. Merci. Merci beaucoup. Tu remarqueras, je me suis mis aux couleurs d'Agotera. Ça faisait partie de... Je me suis fait engueuler. Oui, je me suis fait engueuler en plus par l'équipe Sweep, qui est bleue donc. Le Climate Contribution Framework n'est pas un outil, c'est une méthodologie. Sweep est l'outil, la plateforme sur laquelle vous pouvez faire plein de choses, du reporting, de la mesure, du plan de transition, tout ce qui va bien, mais tout ça ne suffit pas. En effet, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, toutes les slides sont en anglais, et je vais vous dire une bonne chose, on fait ça pour que ce métacadre, j'expliquerai pourquoi c'est un métacadre,
soit une référence mondiale. On est hyper fort en France, et d'ailleurs je vais commencer là-dessus. On pourrait vraiment s'applaudir parce que j'ai lu que la première ACV, c'était français, et je fais un clin d'œil à l'ADEME qui est menacé. Le bilan carbone, donc si on écoute Jean-Marc, c'était lui 6 mois avant le GHG protocole, juste 6 mois, mais bon quand même. La Net Zero Initiative, quand on était chez Carbone 4, c'est la première fois qu'on a commencé à expliquer que l'entreprise contribuait à un monde neutre en carbone et n'était pas neutre elle-même. Les émissions évitées, donc Guillaume qui est devant iCare, c'est la France, en fait, l'Avoided Emission Platform portée par iCare et Cantis, les Climate Evidence Association. Donc bref, vraiment, la France est pionnier sur ce sujet-là, et le Climate Contribution Framework en fait partie. Il n'empêche que c'est bien de sortir de nos frontières et de porter ces idées-là en dehors. Et je mentionnerai aussi ACT, qui est ce qui se fait de mieux en matière de mesure de la performance d'un plan de transition. Donc tout est en anglais. Okay. On a un problème aujourd'hui. Je vais commencer par le côté narrow de la climate action. C'est qu'on considère que l'action positive pour le climat d'une entreprise se résume exclusivement à la baisse de ses émissions de CO2. D'accord ? C'est pour cette raison que le SBTI est en odeur de sainteté partout, et ce depuis 10 ans, et tant mieux, c'est-à-dire qu'on a besoin de se fixer des objectifs dans la vie pour avancer. Pensez tous à votre propre objectif. Donc vulnérabilité et objectif. Mais c'est trop limité en fait, et ça raconte probablement pas la bonne histoire. Il y a plein d'entreprises dans le monde dont une partie de leur activité va croître. Et jusque-là, la croissance va avec l'augmentation des émissions de CO2. Tu pourras en témoigner, n'est-ce pas ? Et nous, SWIP, je peux vous dire une chose, c'est que SWIP, les émissions de SWIP vont augmenter. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on les baisse, puisqu'on fait partie des solutions. On doit donc être le plus présent. Donc les porteurs de solutions en fait sont mal vus et mal considérés. Okay. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle la soupe des acronymes. Alors vraiment, je suis désolé, ne dites pas CCF, pensez contribution. On a essayé d'imaginer un autre terme. Bon voilà, on est arrivé là-dessus. Mais on a du SBTI, du CDP, du TPI, du ACT, du tout ce que vous voulez. On a plus d'une 50aine de cadres existants, y compris dans la chaîne de valeur. Je pense à AIM Platform, TCAT, Value Change Initiative. Donc il y en a dans tous les sens, et je ne parle même pas des scores d'ESG qu'on retrouve chez Moody's, chez Ecovadis, chez plein d'autres en fait. D'accord ? Donc il y a en fait, je sais plus, on a une entreprise qui témoignait d'avoir répondu à plus de 10 000 questions en une année pour pouvoir satisfaire en gros ses investisseurs ou ses clients. Donc en fait on manque d'un cadre d'harmonie de tout ça en fait. Okay ? Chacun de ces cadres est utile, mais ils ne sont ni connectés ni interopérables. Et enfin, je suis désolé de vous le dire, il n'existe pas aujourd'hui, ça n'existe pas, de score de performance de l'action climat qui permettent de comparer des entreprises entre elles. Ça n'existe pas. Le CDP n'est pas un score qui permet de comparer Netflix, Chanel, Mars ou Renault entre eux. Ces entreprises-là n'ont pas le même rôle à jouer dans la société si on veut collectivement atteindre le net zéro. Okay ? ACT le fait très bien, ce sujet de comparaison, mais que sur le plan de transition. Okay ? Du coup, on arrive à une forme d'essoufflement malgré les 10 000 engagements d'entreprise à être net zéro, un jour ou l'autre. De plus en plus tard, à vrai dire, d'accord, toutes les entreprises. Et je viens de lire un article qui est très drôle parce qu'il s'intitule Les gens aiment le latte. Donc ça explique que Starbucks n'atteindra jamais ses objectifs. L'article qui suivait, c'était McDo. McDo n'atteindra jamais ses objectifs, etc., etc., etc. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que le mur des réalités est un peu trop raide et que finalement, les objectifs qu'on s'était fixés ont généré pas mal de choses sur ces 10 dernières années, mais qu'il est temps de remettre de la réalité, du principe de réalité dans l'action concrète, opérationnelle des entreprises.
Le Climate Contribution Framework, donc, c'est un méta-framework, c'est-à-dire qu'il se nourrit exclusivement de l'existant. Okay, qui permet en fait de connecter tous ces cadres-là, qui ne les remplace pas, okay, et qui permet de traduire en un narratif celui d'une entreprise qui contribue au net zéro plutôt que net zéro elle-même ou en transition. Certaines doivent être en transition plus que d'autres, okay, et qui permet de rendre, en fait, de donner un score de performance qui est comparable et qui est fair, équitable, puisqu'on note Renault, Netflix et Mars de manière différente. On considère 3 leviers, donc ça n'a pas bougé depuis un an. Il y a 3 leviers, il y a la minimisation du footprint, il y a la diffusion des solutions climatiques. Une solution climatique, c'est un produit ou un service qui se substitue à quelque chose de plus carboné. Okay, il n'y a pas des solutions partout. Et le Finance Beyond, donc le financement de projets au-delà de la chaîne de valeur qui intéresse en particulier à Gotera. Quand on achète des crédits carbone, on soutient la restauration ou la préservation des tourbières, par exemple. Ensuite, un des points du Climate Contribution Framework, c'est cette pondération ajustée par secteur. Donc on considère aujourd'hui une centaine de secteurs, donc code NAS 4, où on se dit que oui, l'énergie, le software et le retail n'ont pas le même rôle. Et donc on essaye, sur ces 3 piliers-là, d'appliquer une pondération qui est différente. Okay, et il y a même un truc, vous allez voir, ça va vous faire bizarre, la matérialité, la CSRD. En fait, ça vous a chatouillé un peu. Cette matérialité-là, en fait, elle est traduite avec la somme de l'alpha, du bêta et du gamma. Dit autrement, une entreprise comme iCare, qui fait du consulting, n'est pas très matérielle. En vrai, baisser vos émissions de CO2, oui, c'est important, mais vous n'avez pas non plus un gros impact. Ce qui n'est pas le cas de BP ou de Shell, ni de DF en l'occurrence. Et un hôpital, encore moins. Quand nous, on nous contacte pour utiliser Sweep et que c'est un hôpital qui nous appelle, j'ai vraiment, très franchement, je leur dis, gardez vos sous, faites autre chose avec, quoi. Soignez des gens. Donc cette matérialité-là, en fait, on la reflète, vous le verrez, et elle va de 10 à 100. 100, c'est un des secteurs qui est le plus matériel. Ça veut dire qu'il a un pouvoir de contribution le plus élevé. Donc il se trouve que Total Energy est le meilleur des contributeurs, potentiellement. Okay, et enfin, construit sur des standards existants, vous verrez un peu comment ça marche. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. En gros, vous avez ces 3 piliers-là, et je vous ai mis des logos pour vous y retrouver, mais on a même très vite, bientôt, cet été, le net zéro du SBTI en draft et qui sort le 24 juin à la London Climate Week. Et l'ISO 14060, je relis en ce moment la version française qui va être ouverte à consultation à partir de juin aussi. Donc vous aurez tout loisir de pouvoir rebondir sur ces 2 cadres de trajectoire net zéro. Dit autrement, vous avez aujourd'hui ISO, SBTI, le GHG protocole qui fait autre chose que mesurer des émissions de CO2 puisqu'ils sortent des drafts intéressants sur les instruments de marché, la séquestration, qui ne se parlent pas trop et qui manquent d'interopérabilité. Okay, et le Climate Contribution Framework peut jouer ce rôle. Tout commence, je jette un œil, tout commence avec le potentiel de contribution. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la somme des alpha, bêta, gamma. Donc là, en fait, on a un potentiel de contribution élevé qui se trouve être celui d'EDF, en l'occurrence. Et donc vous voyez qu'EDF est très attendu sur la baisse de ses émissions de CO2. En vert. En bleu, ils ont un potentiel de diffusion de solutions qui est plutôt important, parce que si on prend la somme, on est presque à 1/3. Et le violet, c'est leur capacité de financement de projets et d'entreprises en dehors de leur chaîne de valeur. Donc ça, c'est le potentiel. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on score sur ces 3 piliers, on regarde les entreprises en fonction de ce potentiel. Donc là, oui, vous avez c'est toujours EDF, qui est très bon sur le A, qui est moyen sur le B, donc la diffusion des solutions, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'améliorer. Et puis, pareil, on attend qu'ils financent plus de projets. Donc encore une fois, je me retourne vers Agotera. Il faut bien comprendre que le Climate Contribution Framework est fait pour soutenir aussi des projets-là et dire n'attendez pas 2049 pour soutenir ces projets-là.
Encore une fois, Belle, vous êtes un super exemple. Parce que vous soutenez énormément de projets qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui dans les cadres existants. Et nous, on le capture et on dit que c'est vraiment bien. Ok ? Très vite fait, je vous envoie du logo. On a beaucoup de Français qui nous ont suivis en tant que sponsors. On a 11 sponsors et vraiment, je les remercie encore une fois. Dont Virginie de Renault qui était là et qui me disait, qui est géniale. Virginie est super. Tout le monde est super, mais là, en l'occurrence, Renault nous dit enfin un cadre qui reconnaît et qui nous permet en fait de nous ouvrir les œillères, quoi. Voilà. Et de remettre sur la table en fait des sujets qui sont des parents pauvres de la stratégie climatique. Et on a en fait parmi les bêta-testeurs, donc des entreprises qui ne sont pas sponsors mais qui se sont dit ouais en fait c'est intéressant de tester, je vais voir ce que ça donne. Valeo, Vinci, Weyerhaeuser qui est une boîte américaine, premier landowner, donc premier propriétaire privé américain, et le groupe Bell qui va témoigner. Et surtout, c'est un métacadre, donc on a une gouvernance qui est établie avec les plus grands coalitions standard setters de ce monde. Donc on a commencé doucement avec le WBCSD, le Series, ICROA, le SBTI, mais on est en discussion avec le GLG Protocol, l'ISO, etc., pour que tous ces gens-là soient autour d'une table et que tout le monde se parle d'une seule et même voix autour du Climate Contribution Framework. On est intégré à l'agenda de l'action de la COP30, c'est hyper important parce qu'on fait partie d'un groupe qui vise à harmoniser les standards climatiques et les marchés du carbone. Donc juste pour vous dire qu'on est au bon endroit pour faire bouger les choses. Et puis il y a SWIP, mais il y a aussi le centre de recherche de Mirova. C'est les deux initiateurs, mais on n'aurait jamais pu faire ça tout seul. Donc on travaille avec iCare de Bearing Point et Winrock International, qui est une ONG US. Et donc c'est iCare qui a rédigé la méthodologie. Et en fait, voilà, on constitue tous les quatre un consortium. Ça va ? On passe aux choses concrètes. Gardez vos questions pour la suite. On aura tout le loisir d'en parler. Tiens. Ouais. Bonjour Flora. Bonjour. Ça va ? Tu patientais au salon ? Alors, en fait, on va commencer par le potentiel de Bell. Comme je vous l'ai dit, tout commence par le potentiel. Donc, en fonction. Donc, vous étiez la première entreprise du Food and Bev. Quelle folie de s'être jetée dans cette histoire. À cause de toi. Entre autres. Convaincu, Entre autres. Voilà, forcément. Donc, le potentiel, vous avez effectivement là, ce qu'on voit, c'est que vous êtes quand même plutôt matériel. Vous vous approchez de 70. Je vous rappelle que le maximum, c'est 100. Et que ce serait plutôt pour des grosses pétrolières. Vous avez un potentiel de 68 qui est constitué en très grande majorité de la baisse des émissions de CO2. Ouais, de notre plan de transition. Parce que vous êtes carbone intensif. Pourquoi ? Parce que c'est le cas de globalement tout ce qui est agrofood, notamment quand on est dans le dairy, parce que évidemment les émissions de méthane venant des vaches, ça compte beaucoup. Donc c'est très matériel pour nous, effectivement, et c'est assez logique que l'essentiel de nos efforts à apporter, notre contribution, doit se faire sur effectivement engagement et plan de transition. Donc là, l'intensité carbone de l'industrie, de cette intensité découle ce qu'on va chercher sur l'alpha. Ensuite, il y a le bêta, où vous êtes pourvoyeur de solutions. Voilà. Tout à fait. En fait, on a vraiment un rôle à jouer pour aider les consommateurs à changer d'habitude de consommation, à proposer des produits plus végétaux, pour justement permettre à nos consommateurs de baisser leurs émissions. Et le maximum du gamma, c'est 10. Alors, le maximum, en fait, on l'a capé à 10. Pour éviter, vous savez, tout ce qu'on entend, l'achat de conscience et tout ça, là, depuis toujours. On l'a capé à 10, donc vous êtes à 7. Ça dépend de la profitabilité, entre autres, de l'entreprise. On pense que ceux qui font les plus grosses marges doivent être ceux qui financent le plus les projets. Voilà. Et donc vous, c'est un maximum de 7. Ce qu'on remarque, c'est que le bleu et le violet, c'est quand même un tiers de la totalité
de votre Effectivement. potentiel contributif. Oui, effectivement. Et donc, je vais vous en parler effectivement sur cette partie. On a un plan de séquestration très ambitieux. Après, pour moi, ça fait complètement sens, encore une fois, que ce soit qu'on ait le focus le plus possible sur notre chaîne de valeur plutôt qu'en dehors de notre chaîne de valeur. Donc, jusque-là, tout va bien. Ça me paraît assez logique. Voilà. Je vous remets le potentiel contributif d'EDF, que vous ayez une idée un peu de la différence. Un producteur de batterie, de voitures, comment ils s'appellent nos Français déjà? Vercors. Ils auront un gros bêta. Je suis obligé de faire la blague un peu. Très gros bêta, donc un gros bleu plutôt que du vert en fait. Ok. Donc si on continue d'avancer, et donc on va essayer de faire un focus à chaque fois, juste là sur les 3 piliers, et puis Flora, du coup tu vas nous décrire, nous dire ce qui s'est passé en gros. Donc je vous présente juste les piliers en fait, les sous-piliers qui eux-mêmes sont pondérés, ok. Donc déjà on prend en compte ce qui s'est passé avant, et pas seulement ce que les entreprises prévoient de faire un jour. Donc ça c'est la performance passée. On prend en compte les cibles, d'accord. Donc ça évidemment l'ambition quoi. Donc ça c'est SBTI. Et donc juste pour le petit clin d'œil, le A2 c'est 15% de la note totale. C'est-à-dire que c'est bien. SBTI, il faut s'applaudir quand on se fixe une cible, mais ce n'est que 15% de l'histoire d'un plan de transition. La stratégie d'implémentation, c'est-à-dire comment vous allez faire pour y arriver à cette cible, les stratégies d'engagement, côté fournisseur et côté client, la gouvernance, et on a intégré aussi en fait l'influence. Tout ça, c'est le plan de transition, rien de nouveau, et ça existe dans ce qu'on appelle ACT, porté par la WBA, donc la World Benchmarking Alliance, entre autres. Mais voilà tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette histoire ? Moi, je vais partir d'abord de la partie A2, du coup, déjà, parce qu'on s'est fixé une ambition, c'est là où on a le maximum en termes de points, puisqu'on vient de valider nos targets SBTI Flag et Net Zero. Donc, on ne peut pas faire plus, clairement, que ces engagements, à savoir de réduire de 50% en valeur absolue nos émissions de gaz à effet de serre entre 2017 et 2035. Je me permets de te couper. Ouais. Très, très important. Chaque pilier est scoré sur 100. Okay, et ensuite, on applique une pondération qui ajuste en fait cette note sur 100. Donc, c'est ce que vous l'avez en haut, le score, et puis le ajusté. Okay. Ils ont 75 sur 100. Ce scoring-là, il dépend de deux choses. À 70%, il dépend de la robustesse du cadre qui aura été utilisé. D'accord ? En fait, tous les cadres ne se valent pas. Et il dépend aussi de l'assurance de la donnée. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une validation par une tierce partie ? Est-ce qu'il y a eu un audit ? Qui l'a réalisé ? Est-ce que c'est, et c'est super, un stagiaire qui a mesuré vos émissions évitées sur un coin de table et puis vous avez publié ça ? Bon, ça c'est super, c'est un bon début, mais ça ne vaut pas le Voided Emission Platform, vous avez un beau tampon, quoi. Ok ? Donc, ayez bien ça en tête, et donc on le voit bien que là, ils sont à 100, parce que déjà, c'est le maximum de l'ambition, et que surtout, le tampon SBTI vaut audit, quoi. Ok ? Tout à fait. Donc, une fois qu'on s'est fixé nos engagements, c'est super, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que dans ce cadre, je l'appelle comme ça, framework, on prend en compte effectivement le réalisé. Le réalisé, donc nous, on est à 60 sur cette notation de 100. Dedans, il y a deux choses qui ont été prises en compte. Il y a le réalisé en termes d'intensité et le réalisé en termes de valeur absolue. Moi, ça me paraît vraiment hyper important de prendre les deux. La partie intensité, ça fait un moment qu'on travaille dessus, qu'on travaille sur notre plan de décarbonation. On a déjà des belles réductions. Pour autant, c'est vrai que quand on est sur tout ce qui est transformation au sein de la chaîne de valeur, au sein de nos fermes, ça peut prendre du temps. Donc on a quelques plans d'action qui mettent du temps en termes d'inertie. Donc on ne voit pas forcément encore aujourd'hui tous les résultats. Par exemple, on demande à nos agriculteurs et on les paye plus cher pour qu'ils
appliquent des pratiques low carbone, comme le fait de donner de l'alimentation, des compléments alimentaires qui s'appellent Bovaer, à nos vaches pour qu'elles émettent entre 25 et 35% de méthane en moins. Ça, on ne l'a pas encore constaté dans notre réalisé. Ça prend du temps, les diagnostics en ferme prennent du temps. Donc ça, c'est un premier point que je voulais dire, c'est que du coup, c'est pas complètement, on ne voit pas encore tous les effets de tout ce qu'on met en place. Ça, c'est un premier point. On a quand même réussi à réduire déjà de 14% en intensité les litres de lait. Pour autant, il y a encore beaucoup à faire. Et quand on prend la valeur absolue, alors si on avait fait cette étude l'année dernière, je vous aurais dit on est à moins 12% en valeur absolue. Là, il se trouve qu'on est à moins 5% cette année. Pourquoi ? Parce qu'on a intégré un business qu'on a acheté il y a quelques années et que le SBTi nous demande à juste raison d'intégrer dans nos objectifs. C'est un business en Chine et donc en fait ça vaut quand même 5% de nos gaz à effet de serre en soi. Donc du coup c'est pour ça qu'on se prend comme ça du coup un plomb au niveau de nos émissions parce que cette entreprise ne faisait pas de business en 2017, donc on n'a pas pu retravailler notre baseline. Donc c'est pour ça que moi ça me paraît évident et essentiel de bien prendre en compte l'intensité qui est capée dans le cadre de la méthodologie et la valeur absolue parce que c'est ça finalement notre vraie contribution par rapport à la planète. Je passe le mini message par rapport aux potentielles évolutions sur le science-based target au niveau des intensité. Voilà. Customer, donc l'engagement des clients et la policy influence. En fait, ce qui est intéressant dans le CCF et dans cet exercice, mais à toi de le confirmer, c'est qu'on voit en fait où agir et où on a des lieux d'amélioration. Donc là, vous, en l'occurrence, clients et policy. Là, ce qui joue dans ce qui a été pris en compte, c'est aussi notre notation du CDP. On a eu A cette année. Donc c'est ce qui joue pas mal dans les notes. Et sur la partie implémentation de stratégie, c'est tout ce qui va être les OPEX, CAPEX qu'on fait valider. En fait, ça fait 6 ans qu'on fait un business plan carbone où on fait valider par notre COMEX les investissements qu'on met en face de l'atterrissage de nos targets. Donc ça, c'est ce qui joue dans la partie supplier engagement. Ça va être tout ce qu'on met en place avec nos fournisseurs, donc essentiellement nos éleveurs. Donc on est très bon là-dessus, sur les éleveurs. Après, on a encore du gap to reach. Désolée pour l'anglicisme. Mais voilà, on a encore des choses à aller travailler côté achat d'ingrédients. Et puis, il y a effectivement le customer engagement. Donc où là, on bénéficie de la plateforme CCF Simplified, dont on n'a pas trop parlé. Mais... Non, c'est vrai. Quand il manque un cadre, on prend tout ce qui existe, encore une fois. S'il y a du CDP, on prend module par module, du ACT, etc. Mais s'il manque quelque chose, en fait, on a un petit questionnaire assez simple, d'où le Simplified, qui permet rapidement de capturer l'info qui manque. Je me permets, simple, ils pré-remplissent, important de le dire, et moi j'ai mis à peu près une demi-heure pour le relire. Donc voilà, vous vous rendez compte ? Ce n'est pas un nouveau fardeau de plus en termes de reporting. On se nourrit de l'existant. Je crois en tout, l'évaluation de ton côté, c'est moins d'une journée. Hein. Ouais, en tout et pour tout, ouais. Avec les discussions qu'on a eues avec Eker notamment, c'est à peu près une journée. Ouais. Et peut-être juste Vas-y. le dernier point, ouais. qui est sur l'influence. Moi, j'aime beaucoup ce pilier. Là, c'est pareil. Alors, c'est issu de notre note sur le CDP. Pour autant, voilà, je pense qu'on peut aller encore un cran plus loin parce que j'aime bien dire, nous, on fait partie de beaucoup de coalitions. Et un message fort qui est envoyé par notre COMEX, c'est de dire que chez Bell, on a des convictions et pas des positions, et c'est assez vrai dans notre manière de représenter dans la coalition. Après, ça demande des preuves quand on dit ça, donc c'est pas complètement reflété là dans la notation, mais ça fait partie peut-être des évolutions qui viendront à un moment donné dans la méthodologie aussi. Donc c'est hyper cohérent avec tout ce que vous faites, il n'y avait pas de surprise. Comme tu l'as dit, en fait, ça reflète enfin ce que vous avez fait et ce que vous faites réellement avec une performance et puis surtout ce que tu disais aussi sur l'influence et l'advocacy. Donc là, vous étiez très bon. Ouais. Mais vous pouvez pas être bon partout. Ouais, non. Et là, vous êtes très mauvais. Non, mais vraiment. On n'est pas très mauvais en vrai. Non, votre potentiel existe. Ouais. Vas-y, je te laisse. Donc du coup, pardon. Sur le B, 3 sous-piliers. Ce pilier-là, il est super parce qu'il
il donne enfin, il raconte l'histoire que la sustainability peut être bonne pour le business. Que les entreprises font partie de la solution et que si elles font évoluer leurs produits et leurs services, d'accord, ça peut être bon pour le CA et ça peut être bon pour la planète. Et donc c'est ce qu'on a essayé de capturer. Alors les cadres existent, la taxonomie européenne, des choses comme ça, mais c'est ce qu'on a essayé de capter dans le B1 et le B2. Donc la green revenue, share des green revenus actuels et futurs, et les émissions évitées en B3. Ouais, alors moi c'est mon pilier préféré, même si c'est pas là où on a la meilleure note, mais en tout cas c'est celui que je trouve le plus intéressant de très loin dans cette méthodologie. Là en fait ce qui se passe c'est que le groupe Bell a l'ambition d'être 50-50 non-dairy et dairy. Donc on a notamment 32% de nos volumes, hein, c'est le materne, donc c'est tout ce qui est pomme pot, gogo squeeze, donc des produits très peu carbonés, et on investit beaucoup dans tout ce qui est plant-based, des alternatives, donc de la vache qui rit à base de plantes, du boursin à base de plantes. Pour l'instant, dans notre chiffre d'affaires, ces produits à base de plantes ne représentent pas beaucoup. Ils ont du potentiel, mais on n'a pas encore réussi à convaincre l'ensemble de nos consommateurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on n'a pas pu trop le valoriser. Parce que dans la taxonomie, la partie fruits n'existe pas en termes de guidelines et la partie agriculture régénératrice non plus. Donc on a très peu capturé cet aspect-là. Et donc en fait, il y a aussi l'aspect, on parle de scope 4, quand on parle effectivement des émissions évitées. On n'a pas encore fait l'analyse de notre scope 4. Donc là, on a pu prendre quelques éléments, mais ça mériterait de faire une vraie analyse dessus. Donc je pense que là, ce qu'on voit, en tout cas, n'est pas vraiment le reflet de notre business, en réalité. Et notamment par rapport à la partie fruits, qui, comme je vous le dis, ça représente 32% de nos volumes, et les pommes, c'est juste 0,4% de nos gaz à effet de serre. Donc, vous voyez un petit peu l'impact, il est assez fou. Donc là, vous avez partagé le Contribution Framework avec d'autres personnes chez vous, notamment au-dessus. Ouais. Et a priori, ils aimaient quand même bien savoir qu'une entreprise a un potentiel contributif au travers de la diffusion des solutions. Surtout que c'est vraiment, encore une fois, une conviction très forte de la part de nos dirigeants, ouais. Que d'aller sur un business vraiment équilibré entre du végétal et du fromage. Ouais. Vous voyez que le narratif commence à être un peu différent entre une entreprise en transition et une entreprise qui contribue. Et on arrive sur le pilier C. Donc sur le pilier C, c'est un des trucs les plus innovants. Oubliez les émissions résiduelles. S'il y en a qui sont alignés avec du 1,5 ou 2 degrés, super. Et séquestré, avec un équivalent séquestré, ce qui est votre cas depuis quelle année Scope 1, 2, net 0, on va dire. Depuis 2025. Voilà. Ouais. Ce qui est le cas d'Orange aussi. Donc ça, on le capte. Si vous êtes net 0, émissions résiduelles, captées, offsetées, avec des bons projets, des bons crédits carbone qui séquestrent longtemps, le plus longtemps possible, mais la nature, c'est bien aussi quand même. Voilà. Donc ça, on le capte. C'est C1. C2, c'est la philanthropie climatique. Donc je fais un clin d'œil à Planète Urgence qui porte cette idée-là, et aussi à tous les autres. Hein. Je pense au GRS, à Good Planet qui avait porté l'idée d'un mécénat climat. Donc dans le C1, vous avez une obligation de résultats mesurés, vérifié sur la base de méthodologies validées par des pairs, etc. Sur le C2, on a une obligation de moyens. Il n'empêche que les ONG savent aussi mesurer l'impact. Et le troisième, c'est un instrument en fait aussi qui a des impacts climatiques secondaires. On commence à en voir de plus en plus des investissements d'entreprises, des montées au capital qui sont en fait bonnes pour le climat. Bon, alors là, je pourrais en parler des heures, parce qu'on a un plan de séquestration très ambitieux en dehors de notre chaîne de valeur. Du coup, on a pu valoriser tout ce qu'on fait. En gros, on a 4 gros projets. On fait partie du plan Livelihood, enfin du fonds Livelihood 3. On fait partie, on a investi à hauteur de 40 millions dans un parc en Afrique, en RCA, avec l'ONG African Park. Donc c'est des crédits carbone d'évitement, pas forcément demain ce qui sera le plus valorisable dans une stratégie SBTI Net Zero, mais peu importe, en tout cas on le valorise déjà dans notre scope 1 et 2. J'aime bien, je vais quand même dire ça parce que c'est important de le dire, j'ai échangé avec eux pas plus tard qu'une semaine où ils m'ont redit que grâce à tout l'argent qu'on a investi,
une partie de cet argent va en fait au gouvernement, en RCA, puisqu'ils attribuent, ils autorisent à ce qu'on protège une zone. Et en fait, ça a su convaincre le gouvernement de protéger le parc, voire là ils sont en train d'en faire un parc national, plutôt que d'ouvrir des tonnes de mines aux entreprises d'exploitation minière chinoises, alors qu'ils avaient les deux propositions. Donc c'est aussi important de se dire ça, que quand on protège la nature et les crédits carbone permettent de faire ruisseler cet argent, ça peut quand même changer la donne, même assez loin de nos chaînes de valeur, et du coup je passe quand même ce message pour dire à tout le monde que continuer à faire de l'investissement, même en dehors de chaînes de valeur, ça peut vraiment avoir des portées très importantes au niveau de la préservation de la planète. Un point important, merci beaucoup. Et je le dis quand même parce qu'on ne le dit pas assez. Je pense. Non, si, c'est bien, je pense que c'était bien. Ce qui est hyper important sur ce pilier C, c'est qu'on s'est réconcilié avec l'idée de ce qu'on appelle la finance carbone à l'origine, c'est-à-dire en fait ce qui compte c'est combien vous donnez, quoi. C'est pas combien de crédits carbone vous achetez, c'est-à-dire vous avez été lobotomisé par cette idée de net zéro. C'est-à-dire le jour où vous allez acheter 100 000 crédits carbone et que l'année d'après vous émettrez 150 000, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller voir la finance et en lui disant, écoutez, il faut que j'achète 50 000 crédits carbone de plus, sinon je suis plus net zéro, je suis plus neutre. Et la finance va vous dire, ok, en fait, je te donne le même montant, en fait. Donc à toi de te débrouiller. Et vous allez retourner voir vos porteurs de projet en leur disant, je t'ai acheté les crédits carbone 10 €, là, cette année, il faut que je te les achète 7. Et c'est pas possible. En fait, les porteurs de projet se cassent la gueule. C'est comme ça que ça. Donc ce qu'on veut, et ce qu'on a fait dans le pilier C, c'est que l'indice de performance, c'est-à-dire là où le score, là où vous pouvez gagner 2 points, c'est sur les volumes financiers dédiés à ces 3 projets-là. D'accord ? Au regard des nets profits de l'entreprise. C'est ça qui compte. Okay ? Évidemment qu'on va compter le réel impact. Donc il n'y a pas de sous-pondération entre C1, C2 et C3. On n'a pas dit que les crédits carbone c'était mieux que le reste, on n'en a pas mis. Il n'empêche que les crédits carbone, pour l'instant, les certificats carbone sont des projets qui génèrent des certificats parce qu'ils ont été certifiés avec un tampon, quelqu'un qui est venu en disant c'est une méthodologie qui est validée, chaque année je viens et je génère. Donc voilà, gardez ça en tête sur le pilier C. Ouais, et moi je termine juste peut-être sur ça pour vous dire qu'on investit beaucoup quand même aussi dans la réhabilitation des tourbières. Pour l'instant, le label n'est pas encore sorti. Normalement, ça va arriver dans les prochaines semaines. Mais on investit, ça fait 4 ans qu'on met beaucoup de sueur et d'argent. On a mis de l'argent dans une entreprise de génie écologique pour avoir vraiment la perfection au niveau de la réhabilitation. On finance des salaires de personnes dans des établissements publics pour qu'ils nous aident à identifier les sites, à négocier avec le foncier, avec les propriétaires fonciers, pour au final pouvoir un jour, et normalement ça va être cet été où on aura notre premier chantier de réhabilitation de tourbières. Ça ne va pas forcément générer beaucoup de crédit carbone, en plus ça va être de l'évitement. Donc de pouvoir le valoriser là, via un cadre méthodologique, c'est vraiment une belle opportunité. Et voilà. Vous pouvez être fier de ça, on vraiment. peut être assez fier. Et ouais. voilà, c'est aussi parce que notre président est très amoureux des tourbières. Et sinon, je ne suis pas sûre qu'on aurait fait dessus. On a fait tout ça. Auriez-vous des questions ? Juste pour les questions, je vous passe le micro parce que comme on enregistre, sinon on n'entend pas. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien ? Est-ce que c'était clair ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos prestations. J'avais une question sur la justification des émissions évitées. J'en étais un peu restée au fait que chaque méthode, il n'y a pas forcément encore de cadre bien établi. Donc quel est votre levier pour valider que le comptage des émissions évitées, il est recevable et reconnu et fait école pour profiter à d'autres entreprises pour qu'elles s'inscrivent dans les mêmes cadres? Donc vous savez, pour rappel, une émission évitée, c'est une émission qui a été réduite au regard d'un scénario de référence. Donc ça peut être factuel ou contrefactuel, d'accord ? Et donc, pendant longtemps, en fait, chacun a défini son propre scénario de référence. C'est là où on voit des grandes disparités chez plusieurs acteurs, mais on voit aussi que ça devient des objectifs. Je pense à Schneider, à Veolia,
qui communique beaucoup sur cet indicateur. Et on avait besoin d'avoir aussi une homogénéisation de ces facteurs d'émissions évitées. Et je vais revenir sur ça parce que j'ai un cri du cœur à vous partager. Et c'est ce qui est en train d'arriver, notamment avec le Voided Emissions Platform porté par iCare et Cantis. C'est-à-dire qu'on commence à dire, à tel endroit, telle technologie, telle solution, ça vaut tant. Et on se doute bien que de l'électrification des usages, par exemple, il n'a pas le même impact en France qu'en Pologne. Parce que le mix électrique n'est pas le même, et pas carboné de la même façon, en fait. Donc on est en train d'arriver, et ce que montre en fait le Climate Contribution Framework, c'est qu'il y a des zones encore grises, il y a des zones floues de l'action climat qui méritent vraiment d'être soutenues. Et encore une fois, Voided Emissions Platform, la Climate Evidence Association doivent être soutenues pour permettre à des entreprises de dire « Ok, je prends ce facteur d'émissions évitées et j'en déduis des émissions évitées. » Et mon cri du cœur, en fait, c'est celui de l'incertitude du bilan carbone. C'est-à-dire à quel moment, quand on entend des entreprises se plaindre de l'incertitude de la mesure des émissions évitées, mais regardez le bilan carbone. D'une part, sur ce qui rentre en termes de données, et sur le niveau d'incertitude des facteurs d'émission et ce qu'il en ressort, en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc il faut qu'on sorte un peu de cette idée-là, de la précision et de la granularité. Mais je suis mal placé pour le dire, parce que Sweep est une plateforme qui vous permet d'être granulaire, mais là où ça compte. Et d'être granulaire aussi sur d'autres indicateurs. Mais les émissions évitées, c'est un invité qui était à la porte depuis un moment, et que ça y est, il est rentré. Il faut qu'il se mette à table avec nous et qu'on mange la même chose. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci pour le partage. Quel a été l'accueil en fait de toutes vos parties prenantes, amont, aval, par rapport à votre partage sur la performance contributive? Mais alors en fait, on vous a pas dit, mais on a eu ces résultats hier, donc vous êtes les premiers à les voir. Il n'y a personne dans l'entreprise Bell qui les a vus, à part la CEO et le directeur impact, parce que je ne l'ai pas dit, mais mon patron, c'est le même que la finance. Hein, on a un patron RSE et finance. Donc voilà, c'est la primeur. Mais je suis persuadée qu'ils seront très contents. En tout cas, eux étaient très, très enthousiastes à la lecture de ce score, à l'existence de cette méthodologie, et puis en se disant c'est bien, on a encore des voies de progrès sur notamment le pilier B, et donc c'est particulièrement intéressant. Bonjour à tous. Donc je voulais savoir en fait quels sont les critères que vous choisissez pour vos projets de contribution carbone. Est-ce que vous avez un seul acteur ou plusieurs, et vos lignes budgétaires sur quel terme? On en a plusieurs, donc enfin on a en gros quatre projets, j'en ai parlé. Le fonds Livelihood, c'est plutôt du Vera. Voilà. Après, il y a un mix removal et évitement. Et c'est un portefeuille diversifié. Il y a l'African Park dont j'ai parlé, c'est certifié Vera également. Et après, on a un projet de plantation de forêt en France. Là, c'est du label bas carbone. Et sachant qu'en plus, on impose une charte de bonnes pratiques sylvicoles pour protéger la biodiversité, qu'on a co-construit notamment avec le WWF et Canopée. Et le dernier, c'est la réhabilitation de tourbières. Et là, c'est le label bas carbone qui va arriver dans les prochaines semaines. Je veux bien témoigner de quelque chose. Je fais hyper vite. J'ai déjà eu des entreprises à l'époque où je vendais les crédits carbone, soit au GRS, soit au tout début de l'histoire de Sweep. Sweep ne vend pas du tout de crédit carbone, je vous rassure tout de suite. Où quelqu'un nous disait « Ah, mais j'ai 100 000 euros, c'est dommage ce projet-là, label bas carbone, agroforesterie, ou même les projets agricoles là, d'Acotera, ils sont trop bien, mais c'est beaucoup trop cher, je peux pas, c'est dommage, j'aurais pu raconter une belle histoire, ça aurait accroché plus, c'est dommage, c'est pas grave, je vais acheter des crédits à 4 euros turcs d'hydroélectricité. Pour être neutre. Vous vous rendez compte le problème qu'on a, quoi. Donc, juste pour vous dire, le pilier C, et j'en suis hyper fier, ça permet de vous donner tous les fils à tirer pour raconter une histoire et rendre fier quelque chose que vous soutenez, en fait. Et c'est que à l'échelle individuelle, c'est la même chose. Quand vous soutenez des ONG, en fait,
ça doit rendre fier. Ouais, et par exemple, on participe au fonds Nature Impact du WWF qui ne nous donne pas de crédit carbone, donc on a des attestations, mais typiquement ça on ne pourra jamais le valoriser en fait dans notre stratégie SBTI Net Zero, mais là-dedans on a pu le valoriser. Ça fait une super transition. Bonjour, Nina Henry, je travaille chez Cantis. Je voulais savoir si en prochaine étape, à terme, il y avait peut-être la possibilité d'intégrer aussi des enjeux nature dans cette belle méthodologie. Je crois que c'est la première question que j'ai posée à Renaud quand j'ai vu ça. Et la réponse est oui, si on a de l'argent. Et oui, puisque ça c'est un projet, pour l'instant c'était un projet un peu R&D. Sweep et Mirova, alors très important, hein, Mirova est dans l'histoire parce qu'on veut que ça se soit utilisé par les investisseurs. C'est pas que pour faire plaisir aux entreprises, c'est super, mais il faut que les investisseurs s'en saisissent pour soutenir et envoyer des centaines de milliards d'euros vers les entreprises les plus contributives de ce monde, okay, et pas seulement celles qui s'engagent. C'est ça l'objectif. Donc on a mis un peu d'argent au début et surtout après on allait chercher un peu d'argent auprès des sponsors. Là on n'a plus d'argent, on en cherche, donc on contacte des fondations philanthropiques pour financer entre autres le développement méthodologique, la gouvernance qui va être fondamentale et puis de la visibilité parce qu'il va falloir briller, quoi. Mais oui, c'est prévu le Nature Contribution Framework. En tout cas, la fondation méthodologique est là. Oui, Christophe Boquet de Chloé. Je partage votre amusement sur la précision des mesures carbone. Moi, ça m'a toujours fait rire quand on a dit que notre société faisait 63 180 tonnes de CO2 par an. Donc oui, je pense que dès qu'on intègre une notion de tolérance, ça devient très important, parce que c'est là aussi qu'on peut avoir des leviers. Ma question est, les exemples que vous avez pris, c'est des belles grosses entreprises. C'est adapté aux PME, cet outil? Est-ce qu'il y a une version peut-être un peu simplifiée pour ça? Parce que nous, on a le souci d'emmener ces méthodos dans notre chaîne de valeur, qui sont tous des petits fournisseurs, des tisseurs, des tricoteurs et des agriculteurs. Ouais. Ça me permet de vous expliquer où on va. On a 3 étapes d'ici la fin d'année. La première, c'est à Londres, où en fait, on va rendre public des scorecards, et on espère que Bell en fera partie, donc créer un début de FOMO chez les autres. Et on l'a eu vraiment, on a déjà des entreprises qui me disent « Ah, si Schneider publie, moi, c'est cool, ça va me donner envie de le faire ». Donc, Londres, on publie une 12aine de scorecards, ce sera sur le site climatecontributionframework.org. Allez-y, il est trop bien fait. On a un LinkedIn aussi, vous pouvez vous abonner. Ensuite, on a New York, donc la Climate Week de New York, où on veut publier un premier benchmark de 100 entreprises de 8 secteurs. Là, en fait, on va pas, pour l'instant, on a des tests qui se font en direct sur données privées avec iCare. Sur ces 80 là, parce qu'on espère en avoir 20 d'ici la fin de l'été, et donc on va en évaluer 80 sur données publiques. C'est-à-dire qu'on va aller chercher cette donnée-là, donc très franchement, l'ami Claude va nous aider, et donc on va essayer de générer des scorecards sur données publiques. Et il y a une dernière étape, qui est la fin d'année, où on imagine une plateforme d'auto-évaluation. Un endroit où vous allez dropper tout ce que vous avez. Et grâce à l'excellente méthodologie, vous aurez une scorecard. Et on veut qu'il n'y a pas de modèle économique derrière pour l'instant. Enfin, très très franchement, Sweep est la meilleure plateforme aujourd'hui pour vous aider à piloter tout ça. Voilà. Donc vous vous dites bien, mais ça doit servir aux investisseurs et aux entreprises pour mieux piloter votre stratégie climat. Donc voilà, pour répondre à votre question, toute entreprise, que vous soyez une micro-entreprise ou Amazon, vous devriez pouvoir avoir une scorecard d'ici la fin d'année. Ça a été enregistré? C'est bon. Cool. Peut-être une dernière question? Vous disiez que justement il y a différents frameworks qui existent un peu partout et que là vous voulez un peu unifier les choses. Est-ce que du coup votre méthodologie vous visez à la mettre open source pour que chacun puisse bien comprendre et se l'approprier à sa façon? Complètement. Elle l'est déjà, elle est en ligne. Vous pouvez y accéder sur le site. C'était vraiment le point de départ. C'est le centre de recherche de Mirova qui est aussi derrière ça. Et en fait, leur objectif, eux, c'est de servir l'intérêt général. Et très franchement... moi, je suis le premier salarié de Sweep. J'ai évidemment envie que Sweep réussisse. On est plutôt bien parti. On est là pour durer. Mais après 20 ans dans le climat, en fait, je fais ça pour l'intérêt général, quoi. Enfin, vraiment. Je fais pas ça pour juste le kiff. Vraiment. Je pense qu'on a... Et je terminerai là-dessus. Donc oui, c'est open source. Et je terminerai vraiment en mot de fin parce que j'étais à l'excellent déjeuner d'hier et il y avait un témoignage d'Alexandre. Le fondateur d'Advance. En fait, il parlait d'un truc...
Ouais. Et juste pour revenir sur le mot vulnérabilité, qui est le thème en fait d'aujourd'hui, je pense que la vulnérabilité des entreprises aujourd'hui, c'est leur dépendance au système. Et on commence à voir en fait des articles qui expliquent que le net zéro à l'échelle de l'entreprise ne peut pas exister. Il ne peut pas exister dans un monde qui n'est pas net zéro. Et je souris parce qu'on le dit depuis des années. On a essayé de le porter avec Carbone 4 et la Net Zero Initiative. Donc sa vulnérabilité, c'est sa dépendance au système. Et ce que disait Alexandre, il racontait quelque chose de très touchant au sujet de sa propre vulnérabilité liée à une maladie notamment. Il a dit qu'en fait, il avait à un moment arrêté de lutter, qu'il avait accepté, et qu'en fait, il avait arrêté de s'épuiser en vain, et que là était apparu le pouvoir transformatif de lui-même. Et en fait, je suis convaincu qu'en acceptant que certaines entreprises ont le droit d'émettre plus de CO2, et qu'une entreprise, en se reconnectant à son environnement, c'est-à-dire à ses produits, ses services, et évidemment, les scopes ont essayé de faire ça, et ben, je pense qu'on peut y arriver. Donc je crois que la vulnérabilité des entreprises, qui est leur dépendance à l'écosystème, peut être une force, mais que pour l'instant, il nous manquait jusque-là, il nous manquait le cadre pour mesurer cette force, et c'est le Climate Contribution Framework. Clara, tu veux ajouter quelque chose? Ok. Non, mais juste qu'on on est très fiers d'avoir testé cette méthodologie. Et puis, en fait, c'était assez intéressant parce que aussi on a pu inputer sur ce qui nous semblait intéressant parce que les entreprises jusqu'alors évaluées n'étaient pas du tout du monde agricole. Donc là, les échanges étaient hyper intéressants. Et du coup, on est les premiers à avoir bénéficié de l'update de la méthodologie suite aux remontées qu'on avait pu notamment leur faire. Donc c'est hyper intéressant aussi d'être un peu dans le côté R&D de cette méthodologie. Voilà. Et bravo, hein, moi je trouve que c'est super. Voilà. Merci, c'était super.